tous, alors j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va voir la dernière partie du chapitre 9 sur polarisation d'une liaison et polarité d'une molécule. Donc ça c'est nouveau, très nouveau pour vous. Donc on va s'intéresser qu'est-ce qu'une molécule polaire, vous avez déjà entendu ce mot là sûrement, qu'est-ce qu'une molécule non polaire. Pour ça il faut d'abord parler de polarisation de liaison et ensuite on en viendra à la polarité d'une molécule. Alors pour ça une petite activité sur la polarité, alors expérimentale mais à l'aide de vidéos, et ensuite on fera une petite synthèse de ce qu'il y a à retenir, pas mal de nouvelles petites choses ici. Donc attention, n'hésitez pas, vous faites pause, vous essayez tout seul évidemment, ensuite vous revenez, voilà, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Alors on y va. D'abord, qu'est-ce que la polarité? Donc on va s'intéresser, on a déjà fait un TP en physique sur l'électrisation. Là on va s'intéresser un petit peu à ça mais avec des liquides. Donc on va regarder l'interaction entre un objet électrisé et un liquide. Alors au niveau des expériences, alors une qu'on a déjà fait en vrai et que vous pouvez faire chez vous, c'est faire couler un mince filet d'eau du robinet, d'électriser une règle en plastique, en plexiglas, d'approcher la règle du filet d'eau et de regarder ce qui se passe. Alors, ça évidemment vous pouvez le faire parce que électriser une règle, vous savez comment on fait, on prend un tissu en laine ou un tissu synthétique, on frotte bien la règle, ça arrache des électrons à la règle et ça donne des électrons à la règle et du coup on l'approche du filet d'eau, d'accord? Alors on va quand même regarder ce que ça fait. Donc on y va, hop, donc ici donc on électrise un peigne, mais on peut le faire avec une règle en plastique. On l'approche du filet d'eau. Évidemment, on voit que ça dévie le filet d'eau. Bon, ça, vous pouvez le refaire chez vous avec n'importe quel objet en plastique. Ici, il le refait avec une règle en plexiglas. Et on a bien déviation de l'eau. Donc, au niveau de la déviation d'un filet d'eau, on peut dévier un filet d'eau avec une règle en plastique électrisée. Ensuite, on va faire la même expérience, et ça malheureusement vous ne pouvez pas le faire chez vous, avec du cyclohexane. D'accord, le cyclohexane est un solvant organique de formule C6H12, on va le voir après, et c'est un solvant qu'on utilise souvent pour extraire des choses que l'eau ne peut extraire ou pour dissoudre des choses, des espèces chimiques que l'eau ne peut dissoudre. On va faire la même chose et on va le faire également avec l'acétone. Alors l'acétone, vous connaissez peut-être de nom, son vrai nom c'est la propanone. C'était utilisé avant dans les dissolvants pour ongles, pour enlever le vernis à ongles. C'est un solvant qui dissout pas mal de choses, qui est très utilisé. Donc on va regarder ce qui se passe. Alors on retourne sur les vidéos. Alors cette fois-ci, acétone et cyclohexane. Donc ici, il frotte un bâton d'ébonite, donc ça revient au même qu'une règle en plexiglas, avec une peau de chat, donc c'est quelque chose une sorte de fourrure. Et là, il l'approche d'un filet d'acétone. Alors au niveau de l'acétone, vous voyez, ça dévie, et ça dévie vraiment bien. Alors on le fait avec une burette, on met de l'acétone dans une burette, et on a ça. Ensuite, la deuxième burette, on a du cyclohexane. Donc il va faire pareil avec le cyclohexane. Donc un filet vertical de cyclohexane. On frotte le bâton d'ébonite. Donc on électrise le bâton d'ébonite. On l'approche du cyclohexane. Et là, avec la meilleure foi du monde, non, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Donc, au niveau observation, avec le cyclohexane, il n'y a rien qui se passe. On n'a pas de déviation. Ici, on a déviation pour l'eau et pour l'acétone, on a déviation. Donc là, on voit des choses qu'on va essayer d'expliquer. Comment ça se fait que le cyclohexane, il n'y a rien qui se passe quand on lui approche une règle électrisée ou un bâton d'ébonite électrisé, alors que pour l'acétone et pour l'eau, il se passe quelque chose. Alors, on en avait déjà un peu parlé quand on a fait le TP sur l'électrisation, en tout cas pour l'eau on en a déjà un peu parlé. Là on va rentrer dans le vif du sujet, expliquer pourquoi l'acétone et l'eau dévient, sont déviés quand on approche un objet électrisé. Alors on y va. Quelles sont les molécules mises en jeu là-dedans? Alors, on va parler de l'eau et du cyclohexane. Alors, on vous demande de donner la formule de Lewis de l'eau. Alors là, vous pouvez mettre pause, essayer tout seul de retrouver tout ce qu'il faut.
Donc, on vous donne les numéros atomiques de l'oxygène, 8, et de l'hydrogène, 1. Alors, on retrouve que la formule de Lewis de l'eau, c'est 2 liaisons OH, et sur l'oxygène, on a 2 doublets non liants. Je rappelle que la formule de Lewis, c'est tous les électrons de valence des atomes qui sont représentés, soit avec des liaisons covalentes, soit avec des doublets non liants. Combien y a-t-il de doublets non liants dans cette molécule? Évidemment, il y en a 2 au niveau de l'oxygène. Rappelez la géométrie de la molécule d'eau. Là, on voit qu'on a l'atome central qui possède 2 liaisons covalentes et 2 doublets non liants. Donc ça, c'est une géométrie qui va être coudée. Alors, je rappelle que les doublets, qu'ils soient liants ou non liants, se repoussent au maximum. Et comme les doublets non liants ici, il y a des doublets non liants, donc ça va également, les 2 doublets vont se repousser avec les liaisons covalentes, d'où la géométrie coudée de la molécule d'eau. Donc ça, ce serait la représentation de Lewis en tenant compte de la géométrie. Ensuite, au niveau du cyclohexane, on vous donne le modèle moléculaire du cyclohexane ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone, et si vous comptez toutes les petites sphères blanches, on est à 12 atomes d'hydrogène. Donc c'est un hydrocarbure, ça s'appelle comme ça, hydro pour hydrogène, carbure pour carbone, C6H12. On vous demande de donner sa représentation de Lewis, ou sa formule de Lewis à côté. Alors je rappelle que le carbone n'a pas de doublet non liant, et que l'hydrogène non plus. Donc ici, la formule de Lewis, ça va être en fait la formule développée du cyclohexane. Il n'y aura pas de doublet non liant. Donc voilà pour les carbones, qui sont tous liés entre eux, et chaque carbone fait 2 liaisons avec 2 hydrogènes. Donc la formule de Lewis du cyclohexane, c'est celle-ci. Donc il n'y a pas de doublet non liant, donc on a 2 hydrogènes sur chaque carbone. Au niveau de la géométrie, elle est donnée ici, avec ce modèle moléculaire. On continue. Alors, nouvelle notion ici, très importante, qui s'appelle l'électronégativité. Alors, on va regarder ensemble, et il faut surtout bien comprendre ce que c'est. L'électronégativité, donc il y a électro et négativité dans ce mot-là, donc déjà ça nous indique des choses. On va avoir affaire à quelque chose qui fait intervenir les charges électriques, négativité, donc on va voir négatif, positif. Alors, l'électronégativité d'un élément chimique est sa capacité à attirer les électrons partagés de la liaison covalente avec un autre élément. Alors ça voudrait dire quoi? Dans une liaison covalente, on a 2 électrons. C'est-à-dire qu'une liaison covalente, c'est en fait 2 électrons qui sont partagés par un atome X et un atome Y. Chacun va prêter un électron, ça fait une liaison covalente, donc 2 électrons. L'électronégativité, c'est la capacité d'un atome, donc par exemple X, va être électronégatif plus que Y si il attire davantage les électrons de la liaison à lui. Donc ça veut dire si, en fait, la liaison elle est toujours là, d'accord, il n'y a pas de charge vraiment, mais les électrons, en fait, ils seront plus vers X que vers Y. Voilà. Dans ce cas-là, X est plus électronégatif que Y et il attire les électrons à lui. Cette électronégativité, c'est une grandeur qui a un symbole, et ce symbole c'est qui, la lettre grecque qui, donc c'est un espèce de X stylisé un peu plus grand. Et alors attention, plus l'électronégativité d'un atome est grande, plus celui-ci attire les électrons de la liaison. Donc plus c'est électronégatif, plus les électrons sont attirés. On peut imaginer qu'un atome très électronégatif par rapport à un autre, à la limite, il prend les électrons. C'est-à-dire dans ce cas-là, on n'aura plus de liaison, on ionisera la liaison, c'est-à-dire qu'on obtiendra des ions à la fin. Ça, c'est le cas extrême quand on a des atomes très électronégatifs. Alors, au niveau de la quantification de cette électronégativité, il y a arbitrairement, on a créé des échelles d'électronégativité en donnant des valeurs à cette électronégativité. Il y en a plein, des échelles. Nous, on va prendre celle de Pauling, Linus Pauling, qui a donné une échelle pour quantifier, pour pouvoir comparer. On donne des valeurs pour comparer. Mais ces valeurs, il n'y a pas d'unité.
et ensuite c'est arbitraire, c'est-à-dire qu'on aurait pu donner d'autres valeurs. Alors ça va de 0 à 4 l'électronégativité chez Pauling, et donc c'est pour essayer de comparer les atomes entre eux. Alors voilà quelque chose qui est assez parlant dans la classification périodique. Voilà représenté par des cubes plus ou moins, enfin des sortes de cubes allongés, hein, les électronégativités plus ou moins importantes. Qu'est-ce qu'on remarque? Vous n'aurez pas à connaître les valeurs d'électronégativité par cœur, mais on remarque que le plus électronégatif, c'est F, ici, d'accord, le fluor, avec une électronégativité de Pauling de 3,98. Je rappelle juste la représentation de Lewis de l'atome de fluor, c'est celle-ci. Ensuite, l'oxygène, c'est pas mal à 3,44. Je rappelle la formule de Lewis de l'oxygène, comme ça. Alors, avec les électrons, je le mets où je veux, hein, d'accord. L'azote, c'est pas mal avec 3,04. Hop, sa représentation de Lewis atomique. Et voilà, donc en gros, hein, ces trois éléments-là, le carbone 2,55, donc commence à baisser, le bore aussi, l'hydrogène 2,2, bon, c'est encore plus bas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les 3 atomes les plus électronégatifs de la classification périodique sont ceux qui possèdent des doublets non liants. Donc, vous allez pouvoir, alors le chlore, hein, à 3,16, hein, c'est pas mal aussi, hein. Hop, d'accord, et lui c'est comme le fluor, hop, 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 pour sa représentation de Lewis. Donc vous pouvez retenir que les atomes qui possèdent des doublets non liants seront très électronégatifs, d'accord, enfin relativement électronégatifs, surtout ceux qu'on utilise souvent. Le carbone, lui, il n'a pas de doublet non liant, donc lui il sera beaucoup moins électronégatif, d'accord, pareil pour l'hydrogène. Ensuite, globalement, qu'est-ce qu'on voit sur la classification périodique et qu'on peut retenir sans connaître les valeurs? Bah, c'est que quand on passe de la gauche vers la droite, l'électronégativité augmente, d'accord? Et quand on passe du bas vers le haut, l'électronégativité augmente. Voilà ce qu'on peut retenir, ce qui peut aider quand on a une classification périodique. Il y a quelques exceptions, d'accord, mais bon. On ne s'intéressera pas à ça. Surtout que nous, les atomes qu'on va utiliser, enfin qu'on va surtout analyser, ou qu'on va rencontrer dans les molécules qu'on va analyser, sont ces atomes-là, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le fluor, le chlore. Voilà, c'est souvent ces atomes-là qu'on va rencontrer. Ok? Donc l'électronégativité à retenir, que c'est la capacité d'un atome à attirer les électrons de la liaison à lui, d'accord? Que ceux qui possèdent des doublets non liants vont être très électronégatifs, d'accord, et qu'on peut donner des valeurs d'électronégativité subjectives, mais qui, quand on compare un atome avec un autre, nous donnent un renseignement sur la différence d'électronégativité entre 2 atomes. Donc on va pouvoir comparer qui attire dans une liaison plus les électrons à lui. Alors on vous demande dans le tableau de relever les électronégativités des éléments suivants. N'oubliez pas de faire pause à chaque fois, hein, quand vous voulez le faire tout seul. Alors pour l'hydrogène, on repère 2,2. Alors je vais juste effacer un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de place. Donc 2,2 pour l'hydrogène. Ensuite, le carbone 2,55. Alors sur certaines tables, hein, vous trouverez 2,6 ou 2,5. Ensuite, pour l'oxygène, important 3,44. Et pour le chlore, là le fluor c'est mieux, hein, on est à 4 pratiquement. Pour le chlore, 3,16. Voilà. Donc on vous les donnera si vous en avez besoin, hein, ces électronégativités de Pauling. Alors justement, en quoi l'électronégativité va nous servir? Ça va nous servir à dire si une liaison est polarisée ou non. Donc au niveau d'une liaison, lorsque la liaison covalente s'établit entre 2 atomes dont la différence d'électronégativité est grande, on dira que la liaison est polarisée. Donc je vais vous donner une valeur, hein, pour pouvoir savoir, hein, quelle est la limite où on va considérer que c'est polarisé ou non. Donc c'est la différence, on peut noter ça comme ça, delta d'électronégativité, donc qui va nous dire si la liaison est polarisée ou non, c'est-à-dire s'il va y avoir un pôle plus et un pôle moins à la liaison, tout simplement, comme sur une pile. Alors là, je vous pose une question. Les liaisons HH et CC sont-elles polarisées?
Pourquoi? Alors, HH, on a le même atome. CC, on a le même atome. On nous dit qu'il faut une différence d'électronégativité grande entre les deux atomes. Bah, si on a le même atome, bah, il n'y a pas de différence d'électronégativité. C'est la même. On a 2,2 et 2,2 pour H. Pour C, on a 2,55 et 2,55. Donc ici, la différence d'électronégativité est nulle. Donc du coup, bah, il n'y a pas de polarisation. Donc ces liaisons-là, déjà, ne seront pas polarisées. Donc à partir du moment où vous avez une liaison qui fait intervenir les deux mêmes atomes, il n'y aura pas polarisation de la liaison. C'est pratique. Donc déjà, il faut deux atomes différents. Donc on continue. Alors, attention. Quand une liaison chimique sera polarisée, donc déjà, il faudra savoir si elle l'est, et ensuite, si elle l'est. L'atome le plus électronégatif de la liaison, bah, c'est celui qui va attirer les électrons de la liaison à lui. Donc par exemple, ici, pour H et Cl, on a Cl qui a une électronégativité de 3,16 et C de 2, et H pardon, de 2,2. Donc on a ici 3,16 et de l'autre côté 2,2. Donc on a une grande différence d'électronégativité. Donc là, la liaison sera polarisée. À partir de là, Cl est plus électronégatif que H. Donc il va attirer à lui les électrons de la liaison. Donc ils vont être, les électrons, hein, il ne va pas les prendre, mais ils vont être plus dirigés vers le chlore. Et bien donc à partir de là, on pourra dire que H, lui, ben, il est entouré de ces deux électrons, mais ils sont plus loin. Donc on pourra dire qu'il est plutôt positif, même si ce n'est pas le cas, il n'y a pas une vraie charge électrique, mais il est plutôt positif. D'accord? Alors que le chlore, lui, sera plutôt négatif. Donc on décide de mettre ce qu'on appelle des charges électriques partielles sur les atomes. Le chlore sera chargé partiellement négativement, donc on appelle ça delta moins. Je le réécris, hein, pour vous, c'est un delta, une lettre grecque encore, delta moins. Alors que sur l'hydrogène, ben, on aura une charge partielle positive, delta, c'est pas évident, hop, plus. Donc, quand vous avez une liaison polarisée, vous pourrez mettre sur les atomes de la liaison des charges partielles positives et négatives pour voir apparaître les pôles. Ici, le pôle moins, ici, le pôle plus de la liaison. Alors, dans ce cas-là, on dit que la répartition des charges est dissymétrique. Pourquoi dissymétrique? Parce que les deux électrons ici ne sont pas au centre de la liaison, ils sont plutôt vers un des atomes, le plus électronégatif des deux, et donc on a des charges partielles qui apparaissent. J'attire votre attention, ce n'est ni une charge moins, ni une charge plus, ce ne sont pas des ions, mais c'est des pôles plutôt positifs, plutôt négatifs dans la liaison. Alors, voilà ce qui est important pour vous de savoir, c'est que à quel moment on va dire que la liaison est polarisée, il faudra une différence d'électronégativité supérieure à 0,5 ou égale à 0,5. Si c'est inférieur à 0,5, la liaison n'est pas polarisée ou quasiment pas polarisée. D'accord? Donc, on va le voir hein, pour d'autres exemples. On va voir quand la liaison est polarisée et quand elle ne l'est pas. Ici, 3,16 et 2,2, on est au-dessus de 0,5. Donc, la liaison HCl sera polarisée. Plus les charges seront réparties de façon dissymétrique, ça veut dire que plus la différence d'électronégativité sera grande entre les deux atomes, plus la liaison sera polarisée. Et pour une molécule, ce sera une molécule polaire. Par contre, si il n'y a pas trop de différence d'électronégativité, donc inférieure à 0,5, la liaison sera dite non polarisée, et si c'est une molécule, elle sera dite apolaire ou non polaire. Il n'y aura pas de pôle plus et de pôle moins. D'accord? Alors, dernière chose qu'on va comprendre, que vous allez comprendre quand on va le faire sur un exemple, parce que c'est pas évident, on dira qu'une molécule, alors une molécule, c'est plusieurs liaisons en général. Il y a des molécules où il n'y a qu'une liaison, mais pas beaucoup. La majorité des molécules, vous avez plusieurs liaisons qui apparaissent. Donc, il faudra regarder si les liaisons sont polarisées ou non. Et ensuite, pour savoir si globalement la molécule est polaire, il faudra regarder le centre géométrique, qu'en maths on appelle le barycentre ou le centre de gravité des charges partielles positives, qu'on va appeler G+. Et on va regarder si ce barycentre des charges positives est confondu ou non
avec le centre géométrique ou barycentre ou centre de gravité des charges partielles négatives G-. Si G+ et G- ne sont pas au même endroit, donc ne sont pas confondus, la molécule sera polaire. Si par contre, ils sont au même endroit, la molécule sera apolaire. Alors vous allez voir, on va faire un exemple parce que là, c'est peut-être un peu abstrait pour l'instant. Alors le problème, c'est que pour savoir si une molécule est polaire ou non, donc parler de ses barycentres ou centres de gravité, il faut connaître la géométrie absolument de la molécule. Donc il faut avoir une idée de la géométrie de la molécule pour pouvoir ensuite regarder si c'est polaire ou non. Si vous regardez ça sur une formule de Lewis, on risque de se tromper. Ou une formule développée, on risque de se tromper. Alors tout de suite, on passe aux exemples. Alors vous pouvez essayer tout seul, et après vous regardez s'il y a des petits soucis. Alors justifier les charges partielles ci-dessus, donc pour HCl. Alors on a H et Cl. Électronégativité de Cl, c'est 3,7, je l'ai écrit tout à l'heure. Et l'électronégativité de H, c'est 2,2. Donc on a une différence d'électronégativité largement supérieure à 0,5. Donc la liaison va être polarisée. Ensuite, l'élément le plus électronégatif, c'est Cl. Donc c'est lui qui va porter la charge partielle négative. Ensuite, l'élément le moins électronégatif, c'est H. Donc c'est lui qui va porter la charge partielle positive. D'accord? Donc, on a cette répartition des charges-là. Ça voudra dire que le chlore attire plus à lui les électrons de la liaison que l'hydrogène. J'espère que ça va. On continue. La liaison CH est-elle polarisée? Alors, l'électronégativité de C, c'est 2,55. Je vous laisse y retourner si vous ne vous souvenez plus. L'électronégativité de H, on est à 2,2. Et bien là, vous faites la différence. 2,55 moins 2,2, c'est inférieur à 0,5. Donc, on considérera que la liaison CH, et ça va être bien pratique, n'est pas polarisée. D'accord? Parce que la différence d'électronégativité est trop faible. Donc, il n'y a pas un des deux qui attire plus à lui la liaison. D'ailleurs, vous remarquez, il n'y a pas de doublet non liant sur le carbone. D'accord? Alors que là, je ne les ai pas remis. Sur le chlore, vous avez 3 doublets non liants. Il est très électronégatif. OK? La liaison OH, alors qu'on va rencontrer assez souvent aussi, est-elle polarisée? Alors, qui de O, c'est 3, je crois, je vais revérifier, mais 3,44, c'est ça. Donc 3,44 pour l'électronégativité de l'oxygène. Pour l'hydrogène, on est toujours à 2,2. Alors là, si vous faites la différence, 3,44 moins 2,2, c'est très supérieur à 0,5. Donc la liaison sera polarisée. Et donc on aura une charge partielle delta moins sur qui? Sur l'atome le plus électronégatif. Donc O. Donc O, on aura une charge partielle négative. Il va attirer à lui les électrons de la liaison. Et donc du coup, où sera la charge partielle positive? Elle sera sur l'hydrogène. Donc cette liaison OH est polarisée et le pôle moins, il est sur l'oxygène. Et le pôle plus sur l'hydrogène. Donc on va rencontrer souvent des liaisons OH, donc attention, là c'est polarisé. On continue. Alors là, la molécule d'eau. Ah, tiens, de notre expérience de départ. On vous demande combien y a-t-il de liaisons polarisées? À noter la formule de la molécule d'eau en ajoutant les charges partielles des atomes s'il y en a. Si on a 2 delta moins sur au même endroit, on notera ça 2 delta moins. Alors on y va. Est-ce qu'on a des liaisons polarisées? On a une liaison OH qui est polarisée et une autre qui est polarisée. Donc on a 2 liaisons polarisées. D'accord? Ensuite, on va les prendre chacune séparément et noter les charges partielles. On vient de le faire pour OH, c'est ici. Donc O, c'est delta moins et H, c'est delta plus. Donc on aura ici delta plus pour cette liaison OH et pour celle-ci, on aura delta plus ici. D'accord? Ensuite, au niveau des charges partielles négatives,
Pour cette liaison OH, le delta moins, il est ici. Pour cette liaison OH, le delta moins, il est sur l'oxygène. Il est ici. Donc au final, ça va donner quoi? Alors vous remarquez au passage que O est le plus électronégatif, il a 2 doublets non liants, j'ai oublié de le mettre ici, donc il attire à lui les électrons de la liaison. Ça va donner quoi? Ça va donner que le E ici va attirer les électrons de cette liaison et va attirer les électrons de cette liaison. D'accord? Donc un pôle moins évidemment ici et un pôle plus, un autre pôle plus ici. Donc au final, ça va donner quoi? On va avoir sur l'oxygène 2 delta moins et sur les hydrogènes des delta plus. Donc un delta plus ici et un delta plus ici. D'accord? Donc les deux liaisons sont polarisées. La molécule d'eau est-elle polaire? Alors on reprend ce qu'on a dit. Il faut regarder le barycentre ou centre de gravité des charges partielles positives et le barycentre ou centre de gravité des charges partielles négatives. Alors on va prendre les positifs. On a delta plus ici au niveau du H et delta plus ici au niveau du H. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le barycentre de ces deux. Elles sont là. Donc ça va être, je prends la droite entre les deux et je regarde où est le barycentre. Il est au centre. Il est ici. Donc ici, j'ai G+. Le barycentre des charges partielles positives. Donc le centre de gravité des charges partielles positives, il est ici, entre les deux delta plus, entre les deux hydrogènes. Maintenant pour le delta moins, alors pour le barycentre des charges partielles négatives, c'est plus facile, parce qu'elles sont toutes centrées sur l'oxygène. Donc ça veut dire que le barycentre des charges partielles négatives, il est sur l'oxygène, ici. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? Alors d'ailleurs c'est le moins, c'est le barycentre des charges moins ici, hop, attendez, je vais, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, parce que c'est pas évident, donc il est ici, à ce niveau-là, les delta moins sont ici, donc le barycentre des charges partielles négatives sera évidemment sur l'oxygène. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que G- et G+ ne sont pas au même endroit, donc ils ne sont pas confondus. Et ça, c'est à cause, grâce à la géométrie de la molécule d'eau, parce qu'elle est coudée. D'accord? Imaginez, vous pouvez le faire sur un brouillon, là je ne vais pas le faire pour ne pas vous embrouiller, mais imaginez sur un brouillon que vous aviez pris la formule développée de la molécule d'eau. Vous l'auriez faite en linéaire. Là, vous auriez trouvé que c'est confondu. Donc, ça aurait été faux. Okay? Donc, il faut bien utiliser la géométrie. Ici, G- et G+ ne sont pas confondus. Donc, G+ n'est pas au même endroit que G-. Donc, comme ils ne sont pas confondus, la molécule d'eau sera polaire. D'accord? Donc là, on montre que la molécule d'eau est polaire. Et c'est logique. Les charges partielles négatives sont à un endroit. Les charges partielles positives sont à un autre endroit. Donc, il y aura bien un pôle plus. Ce pôle plus sera au niveau du milieu entre les deux hydrogènes à chaque fois. Et le pôle moins, lui, sera au niveau de l'oxygène. Donc, si on représente des molécules d'eau, si on verra à la fin, mais si on leur présente des charges moins, qui va aller vers les charges moins? Plutôt le pôle plus, donc plutôt les hydrogènes. Si par contre je présente à une molécule d'eau des charges plus, la molécule d'eau va plutôt présenter l'oxygène. On va se tourner pour présenter les atomes d'oxygène qui sont l'endroit où se trouve le barycentre des charges moins. Alors j'espère que c'est clair, n'hésitez pas à revoir. Alors au niveau, pour que ce soit un petit peu plus joli, je vous remontre au niveau de la correction. Donc voilà ce qu'on a. Et au niveau des charges partielles positives et négatives, voilà ce qu'on obtient. D'accord? G- et G+. Alors on continue maintenant avec le cyclohexane. La molécule de cyclohexane est-elle polaire? Alors là, moi je vais aller vite. C'est-à-dire que on a dit tout à l'heure que les liaisons CH pouvaient être considérées comme non polarisées. D'accord? Pourquoi? Parce que la différence d'électronégativité entre les deux est très faible. Donc ici, on a des liaisons CH qui vont être non polarisées et des liaisons CC qui ne sont pas polarisées puisqu'on a le même atome. Donc, on va dire qu'on n'a aucune liaison polarisée ou quasiment pas polarisée. Donc du coup,
la molécule de cyclohexane est non polaire. Alors les puristes pourraient dire que la CH elle est légèrement polarisée avec un delta moins sur C et un delta plus sur H. D'accord? Mais ça serait très faible déjà la polarisation. Et ensuite, même si on fait ça, vous pourrez regarder, le barycentre des charges moins serait ici, au centre de l'hexagone, et le barycentre des charges plus également. C'est-à-dire qu'à chaque fois, entre les deux H, on a un barycentre, et au final, ça reviendrait au même. D'accord? Mais simplifiez-vous la vie, hein. CH, on peut considérer que c'est non polarisé, donc au final, la molécule de cyclohexane ne sera pas polaire. Et donc, justifier les observations décrites dans les expériences du début. Donc là, je vais vous montrer, évidemment, avec des petits schémas, d'accord, la correction. Donc, au niveau de la molécule d'eau, il y a un pôle plus et un pôle moins. Donc, quand vous présentez votre bâton d'ébonite chargé moins ou votre règle en plexiglas chargé moins, les molécules d'eau, à l'endroit, au niveau de là où vous approchez la règle chargée moins, va présenter son pôle plus, donc les petits hydrogènes ici. Elle va se tourner pour présenter son pôle plus et donc va être attiré, le filet d'eau va être attiré par le bâton d'ébonite. Aux autres endroits, les molécules d'eau elles bougent et elles sont dans n'importe quel sens, il n'y a pas de problème. Mais ici, elles vont s'orienter de telle manière à présenter leur pôle plus et donc le pôle moins sera de l'autre côté. Donc, attraction du filet d'eau. Au niveau du cyclohexane, il n'y a rien à montrer parce que les molécules ne peuvent pas s'orienter. Il n'y a ni pôle plus ni pôle moins. Donc, vous pouvez présenter ce que vous voulez de charger, ça ne sera pas du tout le filet de cyclohexane, il ne lui arrivera rien, il n'y aura pas de force électrique qui s'exerce à ce niveau-là. Alors, que pourra-t-on dire de la molécule d'acétone? On a vu au départ que le filet d'acétone est dévié. Donc, ça voudrait dire que la molécule d'acétone possède un pôle plus et un pôle moins. Donc, ça voudrait dire que la molécule d'acétone est polaire. Voilà ce que je vous demande moi là, c'est juste ça. D'accord? Alors, on va quand même aller regarder la molécule d'acétone pour voir un petit peu ce qui lui arrive. Alors, la molécule d'acétone, là voilà. Donc, la molécule d'acétone, c'est CH3, C double liaison O, CH3. On va revoir les formules développées et comment on nomme les molécules dans le chapitre prochain. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des liaisons CH qui, on a dit, ne sont pas polarisées. On a des liaisons CC qui ne sont pas polarisées. D'accord? Donc, il nous reste la double liaison CO ici qui va être polarisée. Là, l'électronégativité de C, c'est 2,55. L'électronégativité de O, c'est 3,44. D'accord? Donc, on voit une différence d'électronégativité importante entre C et O. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un delta moins sur l'atome le plus électronégatif, donc l'oxygène. Et on va avoir une charge partielle positive sur le carbone ici, donc sur C. Donc, la liaison va bien être polarisée. Donc, il y aura une seule liaison polarisée dans la molécule d'acétone. Et donc, au final, c'est assez facile de repérer le barycentre des charges plus et le barycentre des charges moins. Le barycentre des charges moins, ça sera sur l'oxygène. Et le barycentre des charges plus sur le carbone. Donc, on voit que les deux barycentres ne sont pas confondus. Donc, la molécule sera polaire. Et voilà. Et on justifie, et on justifie l'expérience en fait, les résultats de l'expérience où le filet d'acétone est attiré par le bâton d'ébonite. Ça veut dire que quand j'approche une règle chargée négativement, l'acétone va présenter son pôle plus, va s'orienter vers son pôle plus, donc par là à peu près, et l'oxygène sera de l'autre côté. Donc la molécule va s'orienter comme il faut. Alors on continue, alors là vous allez mettre pause et essayer de faire ça tout seul. Qu'en est-il de la molécule de dioxyde de carbone? Si on avait du dioxyde de carbone, c'est un gaz à température ambiante, est-ce qu'il est polaire? Est-ce qu'il n'est pas polaire? Est-ce que cette molécule est polaire ou non? Donc là, vous mettez pause, vous essayez tout seul. Alors, ça donnerait quoi? Donner la formule de Lewis donc de CO2. Alors, le carbone, il a 4 électrons célibataires, il va faire 4 liaisons. Donc là, j'y vais rapidement. On doit obtenir
ceci avec l'oxygène qui fait 2 doublets non liants. Donc voilà pour la molécule de dioxyde de carbone au niveau de la représentation de Lewis. Rappelez la géométrie de la molécule. Bah ici, on n'a pas de doublet non liant sur l'atome central, sur le carbone, et c'est comme si on avait deux liaisons qui vont se repousser au maximum. Donc l'angle va forcément être de 180 degrés. Donc là, la géométrie de la molécule de dioxyde de carbone est une géométrie linéaire. Donc voilà ce qu'on obtient pour la géométrie de cette molécule. Du coup, est-ce qu'on a des liaisons polarisées? Alors la réponse est oui, on en a deux. On a, donc je vais le refaire ici, on a une liaison CO et une liaison CO. Alors on peut les considérer comme des simples liaisons hein, pour simplifier. Donc O c'est 3,44 d'électronégativité, C c'est 2,55. Donc O, on vient de le faire avec l'acétone, hein, est plus électronégatif que C. Donc dans cette liaison-là, on va avoir delta moins ici. Dans celle-ci, on va avoir delta moins ici. Au niveau des charges partielles positives, ben on va avoir pour cette liaison-là delta plus ici. Pour cette liaison-là, delta plus ici. D'accord? Donc au final, ça nous donne 2 delta plus au niveau du carbone. D'accord? Donc, ben on va regarder les barycentres. Barycentre des charges plus, c'est facile, c'est ici. Donc G+, il sera là. Qu'est-ce qu'on peut dire du barycentre des charges négatives? Bah, on a un delta moins là, un delta moins là, la molécule est symétrique. Hein. Donc le centre sur ce segment-là, bah, évidemment, il va se trouver ici, au même endroit. C'est-à-dire que le barycentre des charges négatives, il est au même endroit que le barycentre des charges positives. Il est ici au niveau du carbone. Donc, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que la molécule de CO2 est non polaire. Donc CO2, ce sera non polaire. Alors, je vous montre, voilà, donc un petit peu mieux hein, au niveau de la représentation. Donc voilà, la représentation de Lewis, linéaire, et l'explication du fait que la molécule est apolaire, donc non polaire, apolaire, puisque G- et G+ sont au même endroit. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça va pour ce TP. Alors, au niveau de la synthèse, de ce qu'il faut retenir de tout ça, pour digérer un petit peu tout ça. D'abord, il faut retenir la notion d'électronégativité. Alors, je ne vais pas y revenir. Hein. Vous relisez tranquillement la synthèse. Elle se note qui. Retenez que dans la classification périodique, quand on va de la gauche vers la droite, à quelques exceptions, mais pas beaucoup, ça augmente. Et quand on va du bas vers le haut, à peu d'exceptions près, ça augmente également. Retenez surtout hein, que tous les atomes qui ont des doublets non liants seront très électronégatifs. Et que quand on est en dessous de 0,5 pour la différence d'électronégativité entre deux atomes, la liaison sera considérée comme non polarisée. Ensuite, l'histoire évidemment des charges partielles, hein, quand la liaison est polarisée. Donc d'abord, il faut voir si elle l'est. Et si elle l'est, notez les charges partielles sur les atomes correspondants. Et justement, donc, deux petits schémas. Si la différence d'électronégativité entre deux atomes est nulle ou inférieure à 0,5, la liaison est non polarisée. C'est le cas quand vous avez des liaisons qui font intervenir les mêmes atomes, hein, HCC, qu'on va rencontrer souvent. Et pour CH, on a deux atomes différents, mais une différence d'électronégativité trop faible, donc non polarisée. Si par contre, on a une différence d'électronégativité supérieure à 0,5 entre les deux atomes, la liaison sera dite polarisée. Et les liaisons qu'on va rencontrer très souvent, OH, HCl, CO, d'accord? Et dans ce cas-là, on met les charges partielles au bon endroit. La charge partielle delta moins, donc négative, sera sur l'atome le plus électronégatif. Donc là, je vais remettre, on remarque hein, que ces atomes très électronégatifs possèdent des doublets non liants. On n'a pas vu l'azote, hein, mais l'azote qui a un doublet non liant est lui aussi électronégatif. Hein, une liaison NH, là je vais la représenter, une liaison NH, bah, le delta moins sera évidemment sur l'azote, hein, d'accord? Ensuite,
pour la polarité d'une molécule, donc molécule polaire ou non, on parle du barycentre des charges positives et du barycentre des charges partielles négatives, hein, des charges partielles, pas des charges tout court. Si G+ et G-, donc ces deux barycentres sont confondus, la molécule sera dite non polaire ou apolaire, le A privatif, hein, qui veut dire pas. C'est le cas du dioxyde de carbone qu'on vient d'expliquer, hein, ok. Et attention, regardez un autre exemple, le tétrachlorure de méthyle. Vous avez un carbone avec 4 liaisons, avec 4 atomes de chlore. Les liaisons CCl sont polarisées, hein, donc on a delta- sur Cl, 3,16 électronégativité, 2,55 pour le carbone, donc elles vont être polarisées. On aura delta+ sur le carbone et delta- sur le chlore, donc 4 delta+ sur le carbone, donc G+, il est ici. Et comme on a un tétraèdre, je vous rappelle, 4 liaisons simples autour du carbone, ça donne un tétraèdre, le centre du tétraèdre, c'est également le carbone, donc le barycentre des charges positives sera au niveau du carbone, donc molécule apolaire. Pourtant, on a des liaisons polarisées, et là aussi. Donc on peut avoir des liaisons polarisées, mais à cause de la géométrie, une molécule qui sera apolaire. Si maintenant G+ et G- ne sont pas confondus, donc ne sont pas au même endroit, on aura une molécule dite polaire. Donc c'est le cas de l'eau, hein, je ne reviens pas sur l'eau, et le cas de l'acétone également, où G+ et G- ne sont pas au même endroit. Alors, piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que pour pouvoir dire si une molécule est polaire ou non, il faut la géométrie de la molécule. Vous ne pouvez pas travailler sur une formule développée ou une formule de Lewis. Il faut la vraie géométrie de la molécule. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. Au passage, la géométrie, j'en ai pas parlé, mais de l'acétone, c'est bien une géométrie plane triangulaire, puisqu'on a autour du C, atome central, 3, comme si on avait 3 liaisons, donc qui se repoussent au maximum. Donc ça donne cette géométrie-là. On l'avait vu, mais pas pour l'acétone. Ok? Donc, je vous propose une petite vidéo récapitulative. Donc, vous pouvez aller suivre ce chemin-là. Et un petit QCM. Une fois que vous avez digéré tout ça, une fois que vous avez bien vu, si vous comprenez bien, vous essayez de faire le QCM en ligne que vous avez ici. Et ensuite, une fois qu'on a tout bien compris, qu'on croit avoir compris, on passe aux exercices. N'hésitez pas pour les exercices à revenir sur le cours et à poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Voilà, j'espère que ça va. Bon courage à tous.